Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de la stratégie de monétisation du site Le Point. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Ferraud, business developer chez Le Point et expert de l'affiliation et du content commerce. Salut Jean-François, tu vas bien? Bonjour Ronan, bonjour à tous. Merci de m'inviter au sein de ton podcast. Merci de participer, c'est super sympa. Je te laisse te présenter et n'hésite pas à prendre le temps parce que tu as un parcours très riche dans l'affiliation, le content commerce, la monétisation des médias. Donc c'est parti. Effectivement, l'affiliation, je suis tombé dedans il y a maintenant un peu plus de 15 ans, où j'ai un parcours en deux parties. J'ai passé 10 ans en plateforme d'affiliation à être effectivement le pont entre les annonceurs qui souhaitent développer leur stratégie d'acquisition et des sites qui souhaitent monétiser leur trafic. Et c'est comme ça que j'ai rejoint pendant 5 ans Unify pour développer l'affiliation au sein des médias comme Les Numériques, Au Féminin, Marmiton, Doctissimo. Et j'ai rejoint au mois d'avril dernier le Point Service pour développer les partenariats et le content to commerce. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet qui va être la monétisation, la stratégie de monétisation chez Le Point, j'aimerais juste apporter une précision. Dernièrement, j'ai reçu des gens que tu connais très bien, Humanoïde avec Clément Grandjean, Clubic avec Florent Maître. On a beaucoup parlé évidemment de content commerce et de monétisation. Par contre, la particularité de ces sites, c'est que ce sont des sites thématiques, la tech en l'occurrence, alors que Le Point, c'est un site généraliste. À l'origine, c'est pas du tout un site web, hein, c'est un magazine hebdomadaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi Le Point s'intéresse au content commerce et pourquoi Le Point et à partir de quand ils se sont dit, tiens, il y a d'autres pistes de monétisation qu'on peut aller chercher? Le content to commerce n'est pas nouveau. Il a effectivement beaucoup évolué et Florent de Clubic en parlait dans ton podcast. Quand j'étais en plateforme d'affiliation, ça existait déjà dans un prisme guide d'achat. C'était développé étroitement avec les annonceurs. Et dans les années, effectivement, 2018-2020, les médias ont pris ce sujet à bras le corps. Beaucoup de médias ont commencé le content to commerce par l'axe des codes promo, en mettant une page de code promo sur leur site. Et chemin faisant, les résultats étant bons, ont développé effectivement une approche content to commerce avec effectivement la présentation de produits, la création de sélections et également de la recommandation, soit directement avec des équipes intégrées ou en passant par des tiers. Tu as reçu beaucoup effectivement, de médias tech, mais il y a beaucoup de sites de niche, donc que ça soit sur la maison, sur la santé, sur le travel, sur les jeux d'argent. Il y a dans chaque univers des sites thématiques où il y a des spécialistes qui tirent leur épingle du jeu par leur approche, par leur singularité. Et ce qui fait le cœur de notre business, c'est le contenu. La grosse valeur ajoutée de l'affiliation, du moins dans son business model, c'est la création de contenu et c'est là où est toute la valeur ajoutée. Je ne dénigre pas les autres modèles, mais effectivement, quand on pilote des campagnes AdWords ou des campagnes Meta ou du display, eh bien, c'est plug and play, c'est-à-dire, effectivement, on met du budget, on configure les campagnes, et une fois, effectivement, que le budget est terminé, ça s'arrête là. Je caricature à fond, j'en profite également, mais ce qui m'a, moi, toujours plu dans le content to commerce et dans l'affiliation, c'est la relation, c'est la création de partenariats, créer effectivement une histoire entre un annonceur et un site de contenu. Effectivement, le point dans tout ça, c'est quoi? Le point a soufflé ses 50 ans cette année. C'est avant tout, et c'est ça sa force, un média papier où tous les jeudis, le magazine sort. Il y a des abonnés qui s'abonnent toujours et qui attendent leur magazine dans leur boîte aux lettres avec un décryptage de l'actualité, un travail de fond,
de la part des journalistes. Et dans une stratégie de diversification des revenus, le pôle Le Point Service a été créé il y a 3 ans par euh, Thomas Lemaire pour tester des nouveaux dispositifs, onboarder des partenariats qui nous sollicitaient pour créer, au bout de 3 ans, un pôle qui s'articule autour de 3 axes. Un axe où on travaille avec des agences de netlinking pour travailler du contenu qui soit pertinent par rapport à notre stratégie, par rapport à l'attente de notre audience et par rapport aux annonceurs. Un autre axe, c'est travailler les services avec la création de plusieurs tunnels, plusieurs hubs, notamment un hub cours de langue pour améliorer effectivement son orthographe, son anglais, son espagnol. Un autre axe qui est une brique servicielle autour des abonnements qu'on peut avoir au quotidien, donc son forfait téléphonique, antivirus, VPN, avec un prisme au niveau du prix, donc effectivement réduisez votre facture, mais également un prisme au niveau de l'usage. Je vais à l'étranger, comment effectivement avoir le bon forfait. Il y a des nouvelles technos qui arrivent avec les eSIM, c'est quoi, comment on les utilise. Et une dernière brique, la brique Content to Commerce, où on crée de notre côté des guides d'achat. Donc cette activité, elle est plutôt jeune, elle a 1 an et demi. On crée des guides d'achat pour accompagner nos lecteurs dans leur stratégie, dans leur phase d'achat, leur shopping de tous les jours. Et donc là, pour le coup, avec notre démarche plutôt généraliste, on a fait énormément de tests sur plein d'univers différents, la maison, avec des cafetières, des friteuses, centrales vapeur. Vraiment, on a testé énormément de choses. La tech, smartphone, PC, télé, et également des univers très loin, finalement du point, avec effectivement des matchs de foot, notamment sur la partie streaming, sur les combats de MMA, et également d'autres choses très, très divers, les loisirs, le travel, et tout un tas effectivement d'univers. Ce qui, au bout d'1 an, nous donne énormément de données. Et là, on est plus sur une stratégie de concentration, prendre effectivement les meilleurs univers où on a réussi finalement à tirer notre épingle du jeu par rapport à la création dans la création de nos guides, pour se concentrer là-dessus et avoir une stratégie verticale de création de contenu, c'est-à-dire développer les contenus, que ce soit dans la présentation des marques, présentation des produits, et répondre aux besoins et aux questions des internautes, les fameuses PAA qu'on retrouve dans Google. Donc là, la journée type de Jean-François Ferraud, business developer chez Le Point, j'ai l'impression elle est quand même bien chargée parce que auparavant, donc on est peut-être passé un peu vite sur sur ta présentation parce que c'est vrai que tu as travaillé chez Unify, tu étais en charge des les numériques, Marmiton, d'autres sites également, et tu t'occupais vraiment de la partie, pour le coup, uniquement content commerce. Exactement. J'étais en relation directe avec les plateformes d'affiliation et les marques, et de l'autre côté, les rédacteurs, journalistes de l'autre. Les numériques soufflent ses 20 ans cette année. Le site est orienté produit. Le site est géré par des passionnés et des journalistes qui aiment ce qu'ils font. Donc, en fait, l'histoire, elle est comme, c'est l'exemple que je donne très régulièrement, lorsqu'on va dans une boutique Nespresso. On est accueilli par une personne qui nous accompagne, on lui explique effectivement ce qu'on recherche, on a le droit parfois à déguster certaines nouveautés, il nous présente effectivement nos produits, et il nous accompagne jusqu'à la caisse avec, pour finir, un petit cadeau, un petit sac, et on repart effectivement tout content. Encore une fois, c'est très imagé. Mais c'est exactement la même chose chez les numériques, c'est qu'on a des experts qui parlent de produits. Il y a des tests réalisés dans les labos, parfois très lourds pour les journalistes, avec des tests très précis sur la colorimétrie, sur la durée de vie des batteries. Donc les, les produits ne sont pas maltraités, mais il y a tous les usages qui sont testés. Et ensuite, dans la fiche produit, avec
des vidéos, des images qui ont été prises lors des tests, il y a un tableau de prix qui va lister les marchands chez qui on peut acheter ce produit-là avec une mise à jour des prix et du stock. L'objectif, c'est effectivement, j'ai un produit, on a testé ce produit-là, il est bien ou pas bien, on vous explique pourquoi, ou peut-être on vous recommande un autre modèle, et ce produit-là, vous pouvez l'acheter chez ces boutiques-là. Donc, on suit effectivement une ligne de la découverte ou répondre à un besoin ou tout simplement je cherche ce produit-là et je veux l'acheter à bon prix jusqu'à effectivement un e-commerce en final. Euh, donc, ce modèle-là de les numériques, c'était le déployer sur des médias comme Au Féminin, Marmiton et Doctissimo, avec chaque média des spécificités bien différentes. On a Au Féminin un média féminin mainstream qui déjà dans leur ADN faisait des sélections de produits, des sneakers, des produits pour le quotidien. Et donc c'est comment on arrive à intégrer l'affiliation, le content to commerce dans ces contenus déjà existants et créer en parallèle des contenus 100% content to commerce. Marmiton, c'est des recettes. Donc on vient, la porte d'entrée, c'est la recette. Donc c'est comment on arrive à développer des guides d'achat autour de la maison, des robots de cuisine, des cookéos, des robots pâtissiers. Et après, sur Doctissimo, la même mécanique. Il y a effectivement des contenus qui sont créés par des journalistes et également des personnes de la santé. Donc ça, globalement, c'est des articles qu'on ne touchait pas. Et on crée des contenus, des guides d'achat en parallèle sur des sujets comme la puriculture, donc des poussettes, des sacs à langer, des robots pour préparer effectivement les petites purées de bébés. Donc voilà, il y a tout un tas d'univers qu'on a travaillé en parallèle de l'édito pour créer des contenus qui soient pertinents et accompagner l'internaute dans sa phase d'achat. Donc effectivement, en arrivant là au point, j'ai des nouveaux champs à travailler qui sont effectivement très intéressants et qui me permet effectivement d'ouvrir mes compétences et d'apporter toujours cette brique performance qui est effectivement une vision très shopping, très orientée performance. Donc c'est susciter l'intérêt de l'internaute en proposant un contenu pertinent. Donc là, on va le mesurer effectivement avec la page vue, avec le temps de lecture, susciter l'intérêt et l'action avec effectivement générer des clics. Et ensuite, l'objectif final, c'est de driver du trafic sur un formulaire pour du lead ou directement sur un site d'e-commerce, la vente avec effectivement la mise au panier et l'achat d'un produit. En parlant d'impression et de trafic, je regardais les derniers chiffres sur le site de la CPM en ce qui concerne le point. Beaucoup de médias en ce moment constatent une baisse, plutôt une stagnation, mais vraiment ouais, une tendance à la baisse de leur trafic. Chez Le Point, ça a l'air de bien fonctionner. Vous êtes stable depuis sur un an avec bon, des montées, des descentes, etc. Euh, Est-ce que tu peux peut-être donner des chiffres ou plutôt des croissances et faire la différence entre le point sur la partie actualité info et le point sur le côté service sur lequel toi tu travailles. Est-ce que vous constatez que toute la partie news en ce moment, vu que l'actu est très chargée, ça progresse. D'ailleurs, Jérémy Parola de Reworld Media le disait, mais c'est du contenu qui est difficilement monétisable parce que personne ne veut se positionner sur des sujets chauds comme la guerre ou la politique. Par contre, tout le contenu serviciel chez vous, est-ce qu'il a tendance à augmenter, à stagner, à baisser par rapport aux updates de Google ces derniers mois? Alors, dans ce que tu dis, il y a énormément de choses. Déjà, sur Le Point, c'est un média qui est historique, bien ancré chez les gens. Et donc, il y a déjà un socle existant avec un lectorat très fort. On a à peu près 10 millions de lecteurs par mois en cumulé, magazine plus web. Il y a des choix stratégiques qui ont été faits en interne. Il y a également un travail au niveau des équipes tech pour avoir un site qui réponde aux exigences
en termes de réactivité, en termes de chargement et par rapport aux usages. Mais également un gros travail des équipes tech sur l'application. Donc l'application est est un outil qui est très important pour un magazine comme le nôtre. Et il y a eu une gamification, des outils de gamification qui ont été mis en place l'année dernière pour générer une relation étroite avec le lecteur pour qu'il joue avec l'information. Et ça permet bien, de le faire revenir tous les jours avec un système de points, avec effectivement des dotations comme des goodies ou passer une journée avec le journaliste. Donc ça, c'est pour le point dans sa globalité. Euh, il y a toujours le jeu de Google. Donc moi, je suis pas un expert SEO, mais voilà, j'ai appris au fur et à mesure du temps. C'est très complexe. C'est un écosystème qui change tous les 3 à 6 mois lorsque Google change son algo. Et ça, on a pu le voir récemment. La mise à jour au mois de mai a fait beaucoup de mal à beaucoup de médias. On peut voir qu'il y a eu des baisses très importantes outre-Atlantique, également au UK. Et il y a eu beaucoup de changements récemment au niveau de la France. Bon, je ne vais pas m'épancher là-dessus, hein. Il y a des experts qui en parleront mieux que moi. Pour parler du point service, nous, on part d'une page blanche pour arriver à 3 ans après et vraiment une brique content to commerce au bout d'un an à des résultats qui sont en ligne, si ce n'est même au-delà effectivement des attentes et du budget. On est à peu près à 2 millions de pages vues par mois. On a 400 guides actifs et au premier trimestre, je n'ai pas encore fait le bilan du premier semestre, mais on a généré 500 000 euros de chiffre d'affaires chez nos marchands e-commerçants partenaires. Donc, on a généré des ventes, on génère de l'audience et on génère des clics. On a encore beaucoup de choses à améliorer. Notre taux de transformation, actuellement, il est à 1,5-2%, ce qui est en ligne globalement avec le marché, mais on pourrait faire mieux. Après, il y a beaucoup de faits qui sont significatifs. Il y a la CMP qui a mis quand même un petit coup de pied dans l'analyse et dans le tracking au niveau de l'affiliation, et également dans un travail à faire au niveau de l'attribution des ventes. Parfois, il y a certains marchands dans le paramétrage, ce que je comprends, met tous les leviers sur la même ligne, ce qui peut être très complexe pour des sites de contenu comme nous. Donc, je ne dis pas qu'il faut, dans le modèle économique, prioriser l'affiliation. Toutefois, quand il y a des sites de contenu qui sont prescripteurs, eh bien, effectivement, réfléchir à des modèles économiques avec un mix de la rémunération sur le first touch et également sur last touch. Donc voilà. Après, c'est des modèles qui sont plutôt compliqués. Toutefois, sur un modèle où la vente est attribuée au dernier contributeur, on est plutôt bien. Donc ça, c'est effectivement dans les mécaniques. Et après, améliorer notre taux de transformation, c'est tout simplement un travail de notre côté. Quand on fait des guides d'achat, c'est être pertinent, avoir effectivement une bonne sélection de produits et effectivement qu'on soit connu et reconnu, la fameuse caution et la pertinence, qu'on soit connu par Google, mais également par nos lecteurs. Une question que je me pose souvent quand je vois tous les sites de généralistes d'infos qui ont une partie servicielle et une partie content commerce. Est-ce que on comprend bien que la partie info est vraiment séparée de la partie content commerce? Il ne va pas y avoir de crossover. Euh, Typiquement, dans un article d'actu, on va pas faire un lien vers hey, au fait, regardez la nouvelle friteuse qu'on vient de tester, ça aurait pas beaucoup de sens. Par contre, au niveau de peut-être de l'UX, du site, est-ce que vous arrivez à mettre en place des mécanismes pour rediriger une partie de l'audience info vers la partie content commerce, par exemple en footer, en sidebar, etc. Ou est-ce que c'est vraiment
deux choses complètement différentes, vous vous parlez même pas, vous n'avez pas d'interaction. Comment ça se passe? En tout cas, chez Le Point. Tu l'as cité, effectivement, c'est deux mondes à part. Et ça, je l'ai toujours côtoyé. Ça perdure, et encore plus dans des médias comme les nôtres, avec des actualités qui sont très chaudes, comme la politique, la géopolitique. Donc il n'y a aucun intérêt à intégrer des papiers comme ça, que ce soit pour l'équipe édito ou même pour nous. Ce n'est pas bénéfique. Et que ça soit sur le site ou les réseaux sociaux, il n'y a aucun intérêt à y aller. Et il ne faut pas y aller. Donc c'est plutôt travailler avec euh, étroitement avec la rédaction sur les univers de loisirs et de shopping. Et y aller par petites touches, y aller effectivement par des tests. Toutefois, il y a également un sujet, c'est que au sein du Point, on a des journalistes qui sont encartés. Donc, ce sont des vrais journalistes et pas des rédacteurs. Et donc, dans la déontologie d'un journaliste, il n'a pas vocation à faire un papier où il y a un gain à la fin. Et ça, on doit garder cet ADN-là. Nous, on n'y déroge pas. C'est notamment le cas quand j'étais au numérique. C'est qu'il y a une frontière très forte entre les journalistes et le business. Et c'est exactement la même chose qu'on garde et que j'ai cette démarche-là au sein du Point. Parce que le journaliste, il doit être objectif, il doit être impartial, il doit être connu et reconnu pour ça. Parce qu'effectivement, on le voit bien à date, c'est que les médias, les journalistes, ils sont challengés, ils sont décriés, il y a de plus en plus de fake news, et c'est avoir de l'information pertinente, qui soit construite et impartiale, eh bien c'est compliqué de la trouver et s'y référer, de s'y attacher. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas quand on veut développer le content to commerce sur un média, se dire, eh bien, on va mettre de l'affiliation sur 100% des pages. Ça ne fonctionne pas. À chaque fois, c'est effectivement travailler une section à part de guide d'achat pour effectivement traiter les grands sujets, effectivement des sujets que peut traiter les grandes thématiques, s'adosser à des experts, des journalistes en dehors de la rédaction, créer du contenu et ensuite trouver, euh, trouver effectivement augmenter la visibilité de ces contenus-là au sein d'un média. Et donc nous, typiquement, au sein du Point, les réseaux sociaux étant accès édito, on ne développe pas nos contenus sur les réseaux sociaux. On développe nos contenus donc en interne. On a un maillage au niveau du header avec le point service. On a un système d'auto-promo de nos contenus où on utilise des blocs à l'intérieur effectivement du site, donc au niveau des blocs natifs. Et après, on a la newsletter, où on a une newsletter propre au point service. C'est donc des personnes qui sont opt-in, qui veulent bien recevoir la newsletter shopping, et cette base de données-là, on l'entretient et on réalise des actions ponctuelles pour la faire grossir. Notamment, on réalise des jeux concours où on travaille avec des agences RP qui nous fournissent des produits. Ces produits-là, on les teste. Parfois, quand c'est des produits de beauté, on les teste pas, mais on regarde la composition, on regarde le flacon, on prend des photos, ce qui permet de personnaliser les contenus. Et le produit, on le fait gagner à notre communauté par des jeux concours très simples, et pour toujours raconter une histoire en disant voilà, ce produit-là, on l'a testé, on a une journaliste qui connaît bien ce produit-là, donc elle apporte son expertise et sa caution, et en plus de ça, eh bien, vous pouvez le gagner, tester par vous-même. Donc, ça fait une cohérence au niveau du contenu, et c'est comme ça qu'on arrive à augmenter la taille de cette base de données au fur et à mesure, pas que par du jeu concours, parce que il pourrait y avoir que des intentionnistes et pas de personnes intéressées, mais c'est y aller par petites touches et effectivement faire un travail, c'est un travail de fourmi au quotidien, mais c'est pour avoir des bases solides pour construire cette brique-là au fur et à mesure des semaines et des mois. La newsletter est une newsletter, encore une fois, purement servicielle. Exactement. On D'accord. a
au sein du Point une newsletter qui part tous les jours, même plusieurs fois par jour, avec un récap de l'actualité le matin et le soir, et une newsletter thématique, par jour. On peut intégrer certaines, mais pas toutes, hein. Typiquement, quand c'est économie, politique, encore une fois, il n'y a pas d'intérêt d'y aller, mais il y a certaines thématiques comme la culture, le loisir, où pour le coup, on peut mettre effectivement un bandeau pour rediriger vers nos guides d'achat. D'accord, donc par exemple, moi je m'inscris, je reçois la newsletter shopping. Vous avez fait, je sais pas, les deals, les bons deals pour le Black Friday ou pour le Prime Day qui sont en ce moment d'ailleurs. Exactement. On vient de finir tout juste. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'articles publiés effectivement sur le point sur ces bons plans, sur cette période de bons plans. À partir de là, moi, en tant que lecteur de la newsletter, si je clique sur un deal, je suis redirigé directement vers l'annonceur ou non, je suis redirigé vers le point et ensuite le point, je lis l'article et je clique, si ça m'intéresse, j'achète. Exactement. C'est les deux Il y choses a, de ou... toute façon, les mécaniques, elles sont identifiées en amont et tout doit être bien clair. Mais c'est newsletter Le Point qui redirige vers nos guides d'achat et après nos guides d'achat intègrent des produits et au sein des produits, on a un tableau de prix ou un CTA et à chaque fois, que ce soit l'article ou dans les tableaux de prix, il y a toutes les mécaniques d'affiliation qui sont bien intégrées. Il y a les mentions, cet article-là n'a pas été rédigé par l'édito. Et il y a le fonctionnement du tableau de prix. Ces liens présentent effectivement des liens de tracking pouvant effectivement générer une commission pour le site. Donc il y a toujours, quand on construit cette mécanique d'affiliation sur un média, bien séparer les genres, bien mettre clairement qui a écrit, et également dans les mentions où il y a du tracking, mettre les briques d'informations sur l'affiliation. Et je reviens même, on est en train de travailler sur pas mal de chantiers, même sur une nouvelle charte graphique pour avoir une vraie rupture visuelle entre ce que fait l'édito et le point service. Donc ça devrait sortir dans les prochaines semaines. Et également, on va intégrer dans peu de temps la signature du journaliste. Parce que par rapport à notre techno et par rapport à notre cheminement, on mettait uniquement le point service. Et Google, notamment dans cette directive du mois de mai, veut effectivement montrer la caution du média et la provenance. Eh bien, demain, les journalistes avec qui on travaille et même en interne, on signera le papier parce que ça permet de créer effectivement des éléments de réassurance et tout simplement dire que ce produit-là, il sort pas de nulle part, il sort pas de ChatGPT, mais il a été écrit par ce journaliste-là qui est connu et reconnu dans son domaine d'activité. Et je parle également de beaucoup de journalistes, mais on travaille avec des sites de e-commerce avec qui on travaille étroitement, parce que qui peut mieux parler de ses produits qu'un site d'e-commerce? Eh bien, on travaille étroitement avec plusieurs sites d'e-commerce qui nous font des guides d'achat en fonction des thématiques, en fonction de nos cibles également au sein du Point. Le Point, c'est une mixité homme-femme à 50-50. On est aussi bien une population B2B que B2C, B2B avec des cadres dirigeants, des chefs d'entreprise, des professions libérales. Et on a une population, on a à peu près entre 40 et 50% de notre audience qui a plus de 50 ans. Donc il y a cette audience-là qu'on travaille, qui ont effectivement des besoins, qui ont pas les mêmes réflexions que d'autres tranches d'âge. Donc on essaye d'adapter nos guides d'achat en fonction de nos abonnés, de nos lecteurs. Juste pour revenir sur la newsletter, est-ce que vous avez testé le fait de rediriger directement vers un annonceur? Pas encore, Non? parce que cette newsletter shopping, on est en train de la construire. D'accord. Et que ça pose quand même beaucoup de questions d'un point de vue, comment dire, il faudrait qu'on communique en amont auprès de notre audience pour recevoir des newsletters directement dédiés à un marchand, et que vu qu'on est dans une stratégie de diversification et d'amplification, à date, on ne veut pas se limiter à un marchand. D'accord. On veut pas, c'est possible de le faire, notamment avec notre régie, dans un dispositif OPS global, mais au sein du point service, c'est pas une mécanique qu'on utilise actuellement.
OPS, opération spéciale, donc typiquement Exactement. les articles partenaires ou les habillages de sites, un ensemble de dispositifs pour mettre en avant un annonceur. Tout à fait. Donc, c'est créer un écrin au sein du point pour un annonceur, aussi bien papier que web. Et après, sur le web, c'est exploiter tous les dispositifs, newsletters, réseaux sociaux, articles, vidéos. Donc, c'est utiliser toutes les mécaniques pour effectivement faire rayonner un annonceur. Alors, tu parlais des personnes qui créent le contenu pour le point service. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails aujourd'hui? Comment ça se passe? Comment est structurée l'équipe? Est-ce que vous recevez les produits par les agences de presse? Vous les testez? Vous avez un labo comme les sites, les numériques, Frandroid, etc. Ou vous avez des contributeurs externes qui testent dans des conditions réelles à la maison, les friteuses, les machines à café, etc. Comment ça se passe? Donc, bon, j'ai vu comment ça se passait au sein des numériques. Les labos, ils sont costauds. Les labos, ils sont coûteux. On n'a pas encore, et j'espère, les moyens d'en faire. Mais limite, c'est pas sur cet axe-là que je voudrais aller, parce qu'il y a déjà des acteurs qui sont connus et reconnus. Et même moi, en tant que consommateur, parfois, je trouve les tests trop poussés. Donc, très souvent, je vais à la conclusion, je regarde les plus, les moins, je regarde mon budget et je regarde si j'y vais ou pas. Donc moi, j'essaye toujours d'avoir dans cette démarche de guide d'achat, d'avoir un entre-deux entre l'usage et le prix. C'est pour ça qu'on fait très régulièrement. Nos guides d'achat sont sur les meilleurs, mais c'est le meilleur pour meilleur rapport qualité-prix. Quand on fait par exemple un rameur pour le sport, c'est le meilleur pour travailler effectivement les jambes, le meilleur en termes de rapport qualité-prix, le meilleur pour en termes d'encombrement. Donc on fait un mix produit et usage. Après, pour répondre à ta question, au sein du point service, on a une personne qui est un ancien rédacteur qui gère la stratégie éditoriale, qui écrit et qui pilote la production de contenu. Donc la production de contenu, on a plusieurs sources. On a des freelances avec qui on travaille au quotidien. On a choisi des freelances par rapport à leur domaine d'expertise et par rapport à leur capacité à être pertinents. Donc les produits, ils les connaissent ou même ils les ont déjà testés, ce qui nous permet d'intégrer des articles avec des photos. On travaille également des agences éditoriales qui travaillent avec des experts qui permettent de produire un volume très important. On travaille, comme je l'ai cité, avec des acteurs de e-commerce. Euh, Ce qui nous permet toujours, l'objectif, c'est d'avoir des contenus qui soient pertinents et pas juste, j'ai vu un classement sur Amazon ou sur d'autres sites d'e-commerce et je fais des copier-coller. Donc, pour construire nos guides d'achat, déjà, on réfléchit en amont sur le volume qu'on peut produire. Le point, c'est entre 30 et 40 articles par jour. Donc, le point service, on ne peut pas faire plus parce que ce sera écraserait. Donc, on s'est capé à entre 3 et 4 articles par jour, ce qui est beaucoup et pas beaucoup. Et les 3-4 articles par jour, eh bien, tout simplement, comment on fait On travaille le planning d'un mois sur l'autre. On regarde quels sont les temps forts commerciaux. Là, notamment, il y a eu les soldes, les Prime Day, donc qui occupent pas mal, effectivement, l'espace shopping. Il y a donc cette partie donc actualité commerciale. Il y a la météo, hein, qui est pas mal. Les grandes sorties, les iPhones, les Samsung, c'est des grands temps forts. Et après, c'est les événements dans l'année, Back to School, Noël, qui effectivement, c'est les temps forts pour créer des guides d'achat. Et après, il y a ce que nous peuvent nous proposer les journalistes. On a des journalistes qui sont férus de technologie. Bah, allons-y, parce que le labo, enfin le point service, ça peut être un labo pour tester. On a également au sein de l'équipe des personnes qui ont des appétences particulières, donc on les travaille. Et notamment, nous, on a travaillé plusieurs thématiques et également on surfe sur les grandes thématiques du média. Donc nous, on a effectivement le senior, on a la culture, on a la partie B2B et la partie
je le redis, mais la partie Silver Economy, la partie senior, c'est-à-dire préparer les personnes à la retraite, la communication en amont, et après, une fois qu'on y est, il y a différentes choses à travailler, assurance, les mutuelles, les maisons de retraite et autre chose. Pourquoi tu dis que 3-4 contenus par jour, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois? Parce que euh, pour remonter dans Google, notamment en Google Discover, pour créer du contenu chaud, il faut produire beaucoup. Il faut produire bien et il faut produire beaucoup. Comme on peut le voir, certains médias comme Le Parisien, Ouest France produisent énormément de contenu, donc ils ont effectivement un champ d'action hyper large. Le Figaro, Le Monde également. Donc ils occupent l'espace et l'espace dans plein d'univers différents. Donc 3 articles par jour, c'est peu et c'est beaucoup parce qu'il faut les produire. On a une petite équipe, donc on a une démarche héroïste parce que ce qu'on fait produire a un coût et donc il faut que nos articles qu'ils la visitent, soient lus. Il faut qu'il y ait de l'intérêt et que ça génère du business derrière. Donc en gros, pour parler chiffres, un guide d'achat coûte entre 200 et 300 euros. Euh, En affiliation, donc je vous ai un taux de transformation moyen, c'est 2%. Un panier moyen, c'est 50 euros. Et sur le panier moyen, la commission moyenne en affiliation, c'est 5%. Donc je vous laisserai faire le calcul. Il faut faire beaucoup de ventes pour, un, amortir le coût de la production, et deux, il faut être vraiment très pertinent pour dégager de l'argent. Donc on est toujours dans une démarche héroïste de test. Si ça fonctionne bien, on développe. Si ça fonctionne pas, on essaye de comprendre pourquoi. Si ça vient du référencement, des mots-clés, de Google, de la concurrence. C'est pas facile d'avoir toutes ces informations-là. Et après, c'est est-ce qu'on continue, est-ce qu'on change, et comment on essaye d'apprendre de nos erreurs. Et dans notre métier, rien n'est acquis. Il y a des sujets, je n'aurais pas misé moi-même sur le point. Typiquement, des articles sur le MMA, ils ont cartonné et pourtant, c'était pas couru d'avance. Donc les plus de 50 ans sont férus de MMA. C'est pas forcément les plus de 50 ans parce que quand on fait des guides d'achat, oui, on veut parler à nos abonnés, mais également on travaille le référencement pour prendre des positions dans Google. Et c'est ça, je l'ai appris depuis que je travaille dans les médias. Google fait la pluie, le beau temps. Rien n'est écrit à l'avance. Et donc, c'est de travailler effectivement pour bien remonter, pour bien être bien référencé, utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, notamment la Search Console et d'autres outils gratuits ou payants. Et surtout, on a au sein du Point un expert SEO qui nous accompagne au quotidien, donc qui accompagne effectivement les journalistes et qui nous accompagne et qui fait un travail formidable pour effectivement travailler les référencements, comment prendre des positions, et c'est vraiment un travail en fil rouge. Donc on pourrait penser qu'il y a des outils miracles, et ce qu'on peut parfois lire sur LinkedIn, et qui répondent à mon besoin, parce que parfois je suis impatient, et avoir des outils miracles, ça n'existe pas. Il y a des mécaniques qui existent, donc c'est travailler effectivement des mécaniques, travailler effectivement, faire des tests, essayer de comprendre, voir comment ça réagit, optimiser, corriger et approfondir le cas échéant. Quand tu parles d'outils SEO? Oui, exactement. Il y a SEMrush qui est très connu, qui est parfait. Il y a Systrix qu'on utilise également en interne, qui donne des très bons indicateurs sur l'indice de visibilité, sur les mots-clés utilisés dans les requêtes Google, voir à quelle position on remonte. Et c'est un travail très chronophage, c'est un travail de tous les jours, essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné on est premier, pourquoi on est en deuxième, et d'un coup d'un seul on est septième. Donc c'est travailler les contenus, travailler les contenus et travailler les contenus, et c'est vrai qu'il faut travailler le maillage, travailler effectivement la pertinence, et, euh, et notamment en vision fin d'année avec Google Overview et intégration de l'IA dans
dans le moteur de recherche, c'est comment on arrive à avoir des contenus pertinents où on crée de l'émotion, être irremplaçable et surtout apporter de la valeur ajoutée à notre lecteur. Donc on a bien compris que vous pilotez et vous regardez de très près les chiffres, les datas, les données du trafic organique, donc des efforts du SEO. Tout à Est-ce fait. que tu arrives à piloter aussi tout l'aspect performance et revenus? Au-delà forcément des rapports et des stats que tu as sur les plateformes d'affiliation, est-ce que vous avez des outils ou des process en interne qui vous permettent de dire, tiens, hier on a publié un bon plan pour le Prime Day, cet article a généré tant de pages vues, il a généré tant de ventes, il a généré tant de clics, etc. Est-ce que vous arrivez à suivre? Et deuxième partie de ma question, est-ce que vous arrivez à recouper les performances SEO par rapport aux revenus que ça génère? Ou alors vous naviguez un peu sans data là-dessus? Eh bien, oui, on a un outil. On a un outil qui s'appelle Affilize, un outil notamment qui a été créé par les anciens fondateurs du site Les Numériques. Encore. Ils ont bien compris les problématiques qu'avaient les sites affiliés à piloter les performances affiliation. Euh, Quand on a effectivement les ressources, les compétences, il est possible de créer des dashboards. Et quand c'est moins le cas, eh bien, ils ont créé Affilize. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Et donc Affilize nous permet d'être connectés à l'ensemble des plateformes sur le marché français, qui est un marché très éclaté. Il y a entre 10 et 15 plateformes d'affiliation, ce qui est énorme. Donc, ce qui veut dire, c'est que si je devais y aller à la main, c'est créer un compte sur chacune des plateformes. Donc, il y en a 10, 15, mais il y en a vraiment 5 qui sont très importantes. Se connecter donc aux plateformes d'affiliation, créer un compte, postuler au programme et après suivre les performances, les clics, les ventes et les commissions. Grâce à Affilize, Affilize est connecté aux API des différentes plateformes d'affiliation. Dans Affilize, on crée, nous, une publication qui correspond à notre article. Et dedans, on va paramétrer nos outils. Un tableau de prix, une carte. Une carte, c'est j'ai un produit avec les plus et les moins. Et ensuite, j'ai des liens. Et donc, après, ces informations-là, on va les combiner, on va les matcher dans un dashboard avec nos audiences et les performances affiliation. Et l'information clé qui nous permet de faire le matching, c'est l'ID de l'article. Et grâce à ça, eh bien, on voit effectivement les fluctuations en termes de pages vues et en termes de performance, c'est-à-dire clics, et les commissions générées. Et après, grâce à ça, on a plusieurs scénarios possibles. Voilà, j'ai fait des articles dont l'objectif c'est générer des pages vues. Ça, est-ce que ça répond à ma stratégie? Fait des articles, des guides d'achat ou des plans en chaud. Eh bien, j'ai mes pages vues, j'ai mes commissions affiliation, je peux calculer mon RPM et j'ai une lecture en fil rouge. Et donc, comme ça, je vois si ça fluctue. Et typiquement, si je constate qu'un guide d'achat commence effectivement à un peu à descendre, si c'est saisonnier comme les ventilateurs ou les radiateurs, je dis OK. Mais si c'est un guide d'achat en fil rouge, eh bien tout simplement, je vais changer peut-être la sélection de produits, je vais créer des articles supplémentaires pour nourrir cet article-là, ce guide d'achat-là. Et il y a plein de mécaniques qu'on peut utiliser pour effectivement apporter du trafic interne, donc du maillage interne sur un guide d'achat. Est-ce qu'on pourrait le faire sans Affilize? Ce serait très chronophage. Est-ce qu'il existe d'autres outils comme Affilize? Oui, il en existe, mais pas d'aussi bons à date. Et notamment, il y a un point qu'on oublie de mentionner, c'est notamment pour les tableaux de prix, c'est se connecter à l'ensemble des flux produits. Et ça, je pense que tu l'as vécu lorsque tu avais ton site, que c'est très complexe et très chronophage. Donc, utiliser Affilize, et je vous garantis que je n'ai pas de part de marché, pas d'action chez eux, donc je parle en toute objectivité. C'est un réel gain de temps. Je suis concentré sur ma production, donc je crée mes outils.
ça soit moi ou même mes journalistes, on les forme et c'est un gain de temps. Ils copient-collent l'URL du produit du marchand, ils le collent, ça traque automatiquement ou ça crée un tableau de prix automatiquement. Je peux créer des règles au sein du tableau de prix et ensuite je publie mon article chez moi en intégrant les différents éléments affiliation. Ou si j'avais un site WordPress, je peux faire un pont directement et j'ai les données agrégées en temps réel. Et ça, c'est un réel gain de temps. Donc, je suis concentré sur le business, je suis concentré sur la prod. Il n'y a aucune valeur ajoutée à faire des tableaux de bord à la main ou aller chercher les informations. Et donc, pour le coup, j'ai un outil et j'ai effectivement une équipe qui nous accompagne pour optimiser notre travail. Est-ce que tu as un code promo JF Ferro 20 pour 20% de Même pas. réduction chez Affilies? Non, non, Non? même pas. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est donc plusieurs médias à être sous Affilies et qu'il y a un partage d'expérience et ce qui permet de faire grossir l'outil et de faire grandir l'outil. Donc il y a certaines choses où on a des réflexions sur les codes promo, on a des réflexions sur typiquement des cartes booking, parce qu'il y a un acteur qui fonctionne très bien sur le travel, donc comment on peut effectivement créer des briques servicielles, créer des outils serviciels, et donc il y a une émulation interne très intéressante, et surtout il y a une équipe de dev qui sont basés à Lille, et Lille c'est comment dire, le terrain de jeu de tous les commerçants. Oui. Et l'équipe de dev, en fait, était chez les commerçants, donc ils connaissent bien les problématiques des commerçants, ils savent travailler, et les développements qui vont arriver sont hyper pertinents, que ce soit pour des sites, on va dire, historiques comme nous, mais à traquer des groupes Discord. Voilà. Donc voilà, il y a plein de mécaniques. Et typiquement, demain, comment on fait, nous, pour traquer dans Instagram, TikTok, etc. Donc, on essaye de préparer le futur. On a des outils qui sont optimisés pour les SEO et tout ça, on prépare brique par brique, jour par jour, un travail de fourmi pour avoir des contenus pertinents, pour répondre aux exigences de Google et pour, pas contrer, mais pour effectivement un peu inverser la tendance des grandes actions que peuvent mener les acteurs chez Google. Bah, écoute, c'est super intéressant et blague à part sur le code promo, je parle à Phillies semaine prochaine. Donc spoiler, je vais peut-être les recevoir sur le podcast. Je vois beaucoup de publications sur LinkedIn de son fondateur qui partage effectivement des astuces pour les affiliés et les développements de la plateforme. Elle m'a été déjà recommandée. Donc effectivement, ça a l'air d'être un outil super solide. Et si un jour ils veulent sponsoriser le podcast, eh ben, je reprendrai ce clip où tu as fait vraiment une présentation qui me donne presque envie de relancer un média. Donc non, effectivement, tout ce qui permet aux publishers de simplifier la vie, d'avoir de la visibilité et de se concentrer sur ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire la production de contenu, générer du trafic, etc. Bah c'est jackpot en fait. Donc c'est top. Et moi, je suis super enthousiaste à l'idée de voir qu'il y a de plus en plus d'anciens publishers qui se lancent dans le SaaS, dans la tech pour les publishers. Parce que qui de mieux pour le faire? Et en plus, là, ta réflexion sur, ils sont à Lille, il y a beaucoup d'e-commerçants qui sont à Lille, les devs sont des anciens e-commerçants, travailler chez des e-commerçants, c'est top. Et donc, ça me donne vraiment envie d'en savoir plus sur l'outil. En fait, c'est toutes les mécaniques, toutes les actions chronophages, c'est de les automatiser. Et également, c'est accompagner au mieux les équipes édito. Parce que nous, je l'ai vécu quand j'étais chez Unify, c'est qu'on changeait le tracking à la main, peut-être plusieurs fois par mois, c'était hyper chronophage et sans valeur ajoutée. Et surtout que les rédactrices en avaient marre et donc il n'y avait pas de solution miracle. Les griefs qu'on peut très souvent entendre de l'affiliation, c'est que c'est obscur, c'est que c'est chronophage et c'est source d'erreur. Donc c'est flou, très souvent ce que j'entends, et c'est pour ça que parfois j'interviens en école de commerce, c'est pour soulever assez tôt ces points.
Quand je dis c'est flou, c'est je suis un annonceur, je ne sais pas où je serai diffusé. C'est faux. Un annonceur choisit les affiliés avec qui il travaille. C'est à chaque fois je reprends ce même exemple. C'est j'ai un magasin et j'ai des vendeurs, je les recrute. L'affiliation, c'est la même chose. Un annonceur, via la plateforme d'affiliation, va accepter ou refuser les affiliés qui postulent à son programme. Et après, il y a tous les outils disponibles au sein des plateformes pour vérifier qu'un site A qui postule à mon programme diffuse bien sur mon site A. Le deuxième, effectivement, c'est chronophage pour le rédacteur. Donc, auparavant, pour créer effectivement un lien, c'est que je prends le lien de mon marchand, je vais sur la plateforme, je le colle dans l'outil, ça me génère un lien de tracking, et ce lien de tracking-là, j'intègre dans mon papier. Et effectivement, il y a quelques étapes, mais rajouter à la production du contenu, plus le paramétrage de l'article dans le back-office, ça fait une brique supplémentaire, et dans un workflow, on essaie d'optimiser au maximum. Donc là, typiquement, un outil comme Affilize fait gagner du temps énormément. Et après, la dernière partie, qui est un travail de fourmi, bah, typiquement, demain, un annonceur décide de changer de plateforme d'affiliation. Là, il faudrait changer tous les liens auparavant. Et bien, d'un coup de clic sur Affilize, c'est fait automatiquement. Donc, l'affiliation, et pour moi, j'ai toujours adoré ce levier-là parce que c'est un travail humain. On travaille tous les jours avec une multitude de contacts au niveau des plateformes, des annonceurs. Et c'est là où la valeur ajoutée, elle se crée. C'est qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qui se passe chez toi. Et en gros, un mariage, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des belles histoires. Et c'est comme ça que, effectivement, des personnes ont des réflexions sur créer des nouvelles technos. Et moi, je travaille maintenant étroitement avec d'anciens journalistes qui ont créé leur site média. Et bien, voilà, travaillons ensemble parce que moi, ma communauté est très intéressée par tes produits. Et en plus, vu que tu en parles très bien, bah, allons-y, travaillons ensemble. Ok. À quel point il serait pertinent pour un site comme Le Point Service, de développer des partenariats d'affiliation en direct avec vos meilleurs annonceurs? Alors, tu vas pas te faire des amis chez les plateformes d'affiliation, mais à quel point ça serait pertinent et est-ce que vous y avez déjà pensé? Ou est-ce que tu as entendu dans la profession des personnes qui y pensent? Oui, c'est ce que je faisais auparavant quand j'avais des petits marchands. Quand je dis petit, c'est pas dans la taille, euh, c'était plutôt des personnes, des marques qui se lançaient, donc petits dans le, on va dire, bon, récentes, qui n'y connaissaient rien en affiliation, parce que très souvent, quand on demande aux jeunes sites qui se lancent quels sont tes leviers pour générer du trafic, bah, c'est Google et c'est les réseaux sociaux. Et l'affiliation, oh non, non, je n'y vais pas, c'est coûteux, chronophage, etc. Donc, ce qu'on faisait, bah, c'est qu'on utilisait leur Google Analytics et on faisait du tracking. Et on peut le voir en passant de GA3 à GA4, ça a été une catastrophe. Donc, Google Analytics n'est pas un outil de tracking. Donc, en gros, on oublie. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que moi, je veux créer des partenariats en direct? Ma réponse, elle est non. Je n'ai aucun intérêt à créer des passerelles automatiques parce que ça demanderait une techno à part et donc une intégration spécifique, un développement spécifique. Donc moi, je suis pour travailler étroitement avec une plateforme qui est un outil et un annonceur, et également la valeur ajoutée, elle est dans le contenu, elle est dans le business et dans la sélection de produits. Et limite, le CPA, on en parlera après, lorsqu'on arrivera, c'est un peu caricaturé, mais à générer du business. Donc c'est déjà, travaillons le cœur de notre métier, c'est produit, audience et pertinence. Donc, il y a des outils qui existent. Géaphilise, c'est centraliser l'information et multiplier les partenariats en direct, c'est très chronophage, mais également, donc ça je parle d'un point de vue technique, mais pour quelque chose que j'ai vécu et ça a été très chronophage, on n'y pense pas, mais c'est la partie facturation. C'est si demain, mon responsable financier, je lui envoie 50
facture manuellement, eh bien, en fait, il va me dire non, non, non. Et c'est la même chose côté, enfin là, si je si je me positionne en tant qu'annonceur, c'est que moi, je facturais des marchands manuellement, c'était hyper chronophage. Et parfois, pour des petites sommes. Donc, non, on intègre au sein d'un programme d'affiliation. Les plateformes d'affiliation, on y est branché. Et en plus, il existe plein de plateformes d'affiliation. Euh, donc, des plateformes d'affiliation avec un accompagnement sur mesure, avec un account manager, effectivement, qui est expert. Donc, effectivement, là, on a plutôt une plateforme d'affiliation premium. Et il y a des plateformes d'affiliation qui ont des technos, on va dire en SaaS, clés en main pour moins de 50 euros par mois. Et donc, je paramètre ça sur mon Shopify, sur mon PrestaShop. C'est limite hyper simple. En 30 minutes, c'est fait, même si on n'est pas dev. Et je peux contacter à l'intérieur de la plateforme plein d'affiliés ou même brancher mes partenaires, brancher mais également mes réseaux sociaux. Ok. Mais aujourd'hui, à l'époque où j'étais média et affilié, c'était la règle des 80-20. Enfin, je veux dire, j'avais 5 marchands qui me généraient 80% de mon business. Donc, chez Le Point, j'imagine que... Ouais, tout à fait. Mais ce qui ne nous empêche pas, donc, dans la configuration, de passer par une plateforme et dans la négociation, faire des appels tripartis, plateforme, affilié, marchand, et même parfois, l'affilié, l'annonceur nous contacte directement pour dire voilà, j'ai une opération commerciale, est-ce que tu peux la relayer? Mais très souvent, ce travail-là est déjà très bien fait par les plateformes d'affiliation qui nous envoient en amont les informations. C'est vrai que, bon, je caricature et je grossis un peu le trait, mais c'est pour savoir s'il y a des initiatives ou des pensées sur ce domaine. Mais c'est vrai que les plateformes d'affiliation, on peut penser qu'elles fournissent juste le tracking et qu'ensuite, bon, bah, elles prennent leur commission. Mais effectivement, de plus en plus ces dernières années, elles sont aussi le relais humain entre les annonceurs et les médias. Et souvent, ce sont elles, effectivement, comme tu as très bien décrit, qui vont proposer des opérations spéciales, développer les relations, organiser des réunions pour voir comment on peut plus pousser à certaines périodes chaudes comme le Black Friday, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse valeur ajoutée là-dessus et je comprends ton point sur le fait que ça n'aurait pas beaucoup de sens pour vous de développer des relations en direct. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des relations directes avec des marchands, des relations, mais toute la configuration technique et même des flux d'informations, il faut que ça passe par une plateforme. D'accord. Et puis même côté annonceur, c'est-à-dire il a un outil central où il peut retrouver tous ses partenaires. C'est beaucoup plus simple et limpide pour lui que multiplier les points d'entrée point par point. Hmm. Aujourd'hui, est-ce que tu as de la transparence ou est-ce que c'est simplement une question dans ton équipe? Imaginons un annonceur A, Black Friday 2023, tu as un taux de conversion de 5%. Donc plutôt pas mal, bonne perf. Black Friday l'année suivante, 2024, ça chute à 2. Est-ce que tu suis ces indicateurs, comme le taux de conversion, le ECPC, on pourra expliquer ce que c'est. Est-ce que tu suis également ces indicateurs et est-ce que tu as des petites alertes qui viennent dans ton email ou je sais pas, dans votre Slack ou peu importe, qui vous disent attention là, annonceur A, on comprend pas pourquoi, il y a peut-être un truc qui a pété, etc. Donc vous avez des process pour vérifier un peu parce que à- pour un petit site, l'impact sera petit, mais pour un gros site comme Le Point, j'imagine que ça peut représenter vite des dizaines de milliers d'euros. En fait, un annonceur qui a un tracking de PT ou Oui, exactement. Moi, déjà, on a les plateformes d'affiliation fournissent l'outil et parfois, quand il y a des problèmes de tracking, ce qui est de plus en plus rare, mais qui peut exister, nous préviennent en amont. On a Affilize, vu qu'Affilize agrège les données, il y a également le suivi des KPI que tu as cités, et je reviendrai dessus juste après. Et après, j'ai dans mon dashboard, effectivement, ce suivi-là. Donc, on a nos audiences avec les pages vues dans notre outil. On a les clics que je récupère via Affilize, mais ce sont les mêmes que sur la plateforme d'affiliation. Donc, les clics divisés par les audiences qui me donnent le taux de clic. Donc, finalement, c'est l'intérêt de la pertinence de mon contenu. Après, j'ai envoyé du trafic sur le site de l'annonceur. J'ai effectivement vente et chiffre d'affaires et les commissions.
Et donc là, je calcule les ventes sur les clics, ce qui donne le taux de transformation. Donc là, je compare les taux de transformation en fonction des papiers chez moi, en fonction des différents univers, en fonction des différents marchands, ce qui me permet de savoir voilà, quels sont les marchands qui fonctionnent le mieux. Et travailler après avec les marchands, pourquoi toi, chez toi, j'ai 3, pourquoi j'ai 5. C'est peut-être lié au parcours, peut-être lié au prix. Voilà, il y a plein d'indicateurs qu'on peut travailler avec les marchands. Et après, le chiffre d'affaires, également, c'est un point important, ce qui donne le chiffre d'affaires divisé par les ventes, ce qui donne le panier moyen. Typiquement, le panier moyen sur la tech, c'est entre 70 et 80 euros, ce qui est beaucoup et pas beaucoup, parce qu'on a des smartphones à 1000 euros, mais bon, dans la somme globale, on a des paniers moyens à 80 euros. Sur la beauté, typiquement, on a des paniers moyens entre 30 et 40 euros, donc ce qui est quand même intéressant, mais faible. Mais toujours, on regarde typiquement, nous, les chiffres de la FEVAD. Que dit la FEVAD dans sa globalité? Que le panier moyen en France, il est de 65 euros. Donc, on essaye de ne pas être en dessous de ce fameux seuil-là, d'un point de vue ligne directrice. Et les deux derniers KPI le dernier KPI que tu as donné, c'est le PC. C'est donc, au final, je regarde la somme des commissions que j'ai perçues chez un marchand et je la divise par le nombre de clics que j'ai envoyés. Donc, finalement, c'est au final combien j'ai gagné pour un clic envoyé chez le marchand. Et c'est ça mon principal indicateur de profitabilité. Donc typiquement, à date, on est entre 10 et 12 centimes dans l'équipe Le Point Service, ce qui est un bon KPI, mais on a un objectif à 20 centimes. Et typiquement, avec ce ratio-là, eh bien, je ne peux pas faire d'acquisition de trafic. Je ne peux pas acheter des mots-clés à 25-30 centimes, même plus sur Google, parce qu'en fait, je ne serais pas rentable. Donc, c'est pas que le nerf de la guerre, il est sur le contenu et sur le référencement. Parce que ce ne serait pas pertinent et même rentable de faire de l'acquisition de trafic. Là-dessus, ouais. Et donc, toutes ces informations-là, oui, nous, on suit effectivement les revenus sur nos différents guides, et donc, que ça soit dans la longueur ou dans la profitabilité. Et donc, il y a plusieurs scénarios possibles encore. C'est voir comment on peut améliorer le panier moyen. Donc, typiquement, c'est changer certains produits dans les guides d'achat, mettre à jour nos guides d'achat, améliorer la transformation, mettre des codes négocier des codes promo ou des avantages avec les marchands. Et après, sur la rentabilité finale, eh bien, c'est faire un jeu de comme un vendeur a des primes volumiques lorsqu'il atteint un certain chiffre d'affaires. Eh bien, c'est faire ce travail avec les marchands en disant, voilà, on va travailler ensemble étroitement pendant 3 mois, 6 mois. Si j'atteins un certain seuil de chiffre d'affaires, et tu améliores ma prime, améliore ma commission. Alors là, tu as parlé de plusieurs choses qui sont super intéressantes. Déjà, le EPC, effectivement, earning per click. Donc, à l'heure actuelle, vous avez un earning per click, c'est-à-dire pour chaque clic que vous générez vers un annonceur, vous gagnez entre 10 et 12 centimes. En moyenne. En moyenne. Objectif 20, donc Ouais. le double. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur comment vous allez mettre ça en place. Mais juste avant, tu as mentionné l'acquisition payante. Et ça, je voulais en parler parce que, effectivement, si donc dans ton affiliate ou dans ton dashboard, etc., tu vois un article qui cartonne, qui fait du 40 centimes de earning per click. Imaginons. Ce qui est possible sur des articles Black Friday, typiquement sur tu vends des matelas, tu as une super promo, panier d'achat super important. Ton article il est sur Discover, là tu te dis c'est un peu jackpot quoi. Ouais. Est-ce que tu te dis pas tiens là ça vaudrait peut-être le coup de le pousser soit en interne via par exemple encore une fois l'UX du site, tu le mets en avant sur la homepage service etc. Et de deux d'aller chercher de l'acquisition de trafic extérieur via Meta, Facebook Ads. Ou même AdWords, pousser en newsletter, je sais pas, est-ce que vous avez des mécanismes comme ça où vous dites, OK, là, cet article, très bon, très bonne conversion, on va le pousser à fond pour vraiment le maximiser le profit. Alors, le premier point, c'est comment on fait pour améliorer le PC. Donc, améliorer le PC, c'est voir les produits que nous vendons chez nos partenaires, voir quels sont les univers qui performent le mieux. Étant donné que pendant 1 an, on a testé énormément de choses,
il y a des choses où ça a été un gros flop, des univers qui ont été une vraie surprise. Et donc, c'est faire un équilibre entre les deux. Donc, c'est-à-dire ajuster ce qui n'a pas été et développer les sujets qui ont bien marché. Et donc, développer les sujets qui ont bien marché, c'est plus de contenu, plus de guides d'achat, travailler la profondeur, présenter des produits, répondre aux questions des internautes. Donc, pour créer effectivement, comme le disent les experts en SEO, un cocon sémantique pour répondre, pour être effectivement expert dans un sujet, faire intervenir des sites de e-commerce, faire des interviews avec des responsables produits, multiplier également les journalistes avec qui on travaille pour avoir des angles, des points de vue différents. Donc ça, c'est des choses qu'on a commencé à faire sur plusieurs univers, notamment la santé, les compléments alimentaires, c'est un sujet chez nous, aussi bien pour les cheveux que pour les ongles, pour la peau, que pour le collagène marin pour les rhumatismes ou pour l'éclat de la peau. Donc, il y a pas mal de sujets. Et donc, c'est d'être toujours de proposer un contenu qui soit pertinent. Après, pour l'acquisition de trafic, la médiatisation ou l'amplification, comme on dit, il y a toujours plusieurs termes. Donc déjà, nous, effectivement, quand on constate qu'un article fonctionne bien, on fait de l'autopromo. Donc c'est newsletter. On a un encart sur la homepage du Point où on peut sticker nos articles et on le surveille et on crée des contenus satellites pour appuyer ce guide-là. Donc ça, c'est les mécaniques qu'on met en place et qui sont très rapides et quick win. Mais effectivement, on ne fait pas du tout d'acquisition parce que, c'est déjà des compétences bien particulières. Deux, il faut suivre très finement les campagnes. Et de toute façon, à date, on ne peut pas se le permettre uniquement dans une mécanique perf pure. On pourrait le faire lorsqu'on fait un dispositif avec un annonceur, affiliation, avec un budget fixe plus CPA. Mais à date, en perf pure, on n'a pas la compétence encore en interne et on n'a pas la rentabilité nécessaire pour pouvoir faire l'acquisition. Très bien, très clair. Est-ce que vous avez un minimum de EPC que vous demandez aux annonceurs où vous dites OK, ton EPC il est en dessous de 5 centimes, bye bye, tu travailles plus avec nous? Il y a plusieurs indicateurs qu'on regarde chez les annonceurs qui peuvent avoir un impact sur le PC. C'est le taux de commission, c'est le taux de transformation et c'est le taux de validation. Il y a certains annonceurs où on constate, malheureusement, que le taux de refus des ventes est important. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'un annonceur, eh bien, comme un salarié, comme un vendeur en magasin, va octroyer une prime à son vendeur lorsque la vente est finalisée. On ne va pas payer une vente qui a été refusée par l'internaute. Donc, on est rémunéré à la vente finale. Donc, tout ce qui est délai de rétractation, c'est soumis effectivement à refus. Mais également, il y a d'autres mécaniques qui peuvent influer sur la validation. C'est l'attribution des ventes et la déduplication. Donc, c'est regarder finalement, OK, c'est remonté dans la plateforme d'affiliation, mais est-ce que la vente attribuée à cet affilié-là, c'est bien lui, au final, dans les différents outils, qui est à la fin. Donc, à un moment donné, ça, c'est mon calcul à moi, quand j'ai un annonceur qui a moins de 80% de validation, eh bien, on est amené à faire à renégocier ensemble. Donc, OK, on a moins de ventes avec toi, mais on va augmenter, jouer sur la commission. D'accord. Et après, c'est un travail chez nous de pertinence. Est-ce qu'on a présenté les bons produits? Donc, c'est un travail avec les marchands. C'est qu'est-ce que tu vends chez toi? Quels sont les bons produits? Peut-être que moi, j'avais en tête, quand je dis moi, c'est mon journaliste, il voulait mettre le produit ABC en avant, et le marchand, il dit, peut-être c'était FGH qui était bon. Donc, c'est être vraiment en ligne, avoir un regard sur ce qui se passe dans l'actualité, avoir un regard sur ce qui se passe au niveau du rédacteur, c'est voilà sa ligne éditoriale, et également être en relation avec les marchands parce que eux ils ont la donnée sur ce qui se passe actuellement chez eux pour être le plus pertinent possible. J'ai beaucoup dit pertinence dans effectivement ce podcast là parce qu'effectivement c'est le nerf de la guerre, c'est le contenu et c'est
l'efficacité qu'on peut donner. Hmm. Et typiquement, même si on l'utilise avec beaucoup de parcimonie, un chat GPT ne peut pas arriver à ces conclusions-là. C'est effectivement quels sont les produits tendances du moment, qu'est-ce qui se vend bien chez un marchand et quels sont les bons produits et bons prix à date. Ça, je pense que ça pourrait faire un. J'ai tellement envie que tu me parles là de. T'as parlé de ChatGPT et de l'IA. J'ai tellement envie que tu m'en parles, mais je pense qu'il faudrait faire un épisode dédié. Et j'aimerais bien organiser un espèce d'épisode avec d'autres confrères et pour savoir comment chaque média utilise l'IA, quels sont les raisonnements en interne, etc. Mais on va peut-être passer. J'ai tellement envie, mais bon, on verra sur la fin. Parce que là, on a beaucoup parlé d'affiliation, de content commerce, et on sent vraiment ton expertise. C'est des réponses, je t'amène sur des sujets très concrets, et je pense que ça va intéresser les entrepreneurs médias ou les personnes qui travaillent dans les pôles content commerce, parce que tu as encore une fois une grande expérience à travers différents médias. C'est très intéressant. Maintenant, la journée type de Jean-François Ferraud chez Le Point, c'est pas que du content commerce. Vous avez différentes briques. Hein. En préparant ce podcast, tu m'avais dit que effectivement la monétisation chez Le Point Service, ce n'est pas que de l'affiliation et des contenus bon plan ou des contenus shopping. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les autres briques de monétisation que vous mettez en place et pourquoi? On travaille étroitement avec des agences SEO pour faire du netlinking. Donc, c'est des agences euh, qui communiquent chez nous via des articles sponsorisés. Donc nous sommes garants du contenu qui est publié chez nous. Il y a un travail en amont qui est fait avec l'agence pour lister les univers qu'on veut et qu'on ne veut pas. Et c'est un univers que je ne connaissais pas auparavant. Donc c'est une nouveauté. Et effectivement, il y a énormément d'agences, donc ce qui fait un univers très très riche. Euh, Orienté également contenu, mais dans une autre démarche. Donc là, effectivement, c'est un travail de création de contenu pour jouer, c'est peut-être pas le bon terme, mais pour optimiser le page rank de l'annonceur. Cet univers-là, il est en plein bouleversement. La mise à jour de Google au mois de mai impose un changement radical dans la configuration des liens, chose qui avait déjà été anticipée au sein du point depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc en gros, auparavant, donc un article SEO, on l'appelle un lien do follow, donc c'est dire à Google de suivre ce lien-là, ce qui permet de envoyer du jus, comme on dit, du jus SEO. Et donc Google, dans les directives du mois de mai, pour simplifier, dit je suis bien conscient qu'il y a un écosystème qui fonctionne en plus pas mal. Toutefois, et je comprends la finalité, d'un point de vue de transparence auprès du lecteur final, il faut que cet article-là soit mentionné sponsorisé. Et Google force le trait en disant qu'il faut que les liens de redirection aient un attribut, pas do follow, mais en sponsored. Donc, chose qui est faite au sein du point, les articles qui sortent chez nous ont l'attribut sponsored. Ce qui pose énormément de questions à date sur effectivement les bénéfices, sur effectivement le maillage, sur le page rank. Donc, ce qui est génial, c'est que il n'y a aucune information, donc il y a des directives qui ont été données, il n'y a aucun outil à date pour mesurer les effets. Donc c'est un travail qu'on fait étroitement avec les agences et les annonceurs. C'est voilà, qu'est-ce que vous avez constaté de votre côté, quels sont les impacts et qu'est-ce qu'on peut créer ensemble pour continuer à communiquer, continuer à effectivement apporter de la visibilité à l'annonceur en s'appuyant sur la caution du point et sur les univers de prédiction du point. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille, sur l'orientation, sur la visibilité, donc c'est la génération de pages vues, et la pertinence pour rentrer dans un écosystème où l'annonceur a sa place parce qu'il y a déjà un univers existant. Donc j'ai l'impression qu'en fait, les articles purement pour donner du jus SEO, comme tu dis, maintenant, ce sont des articles de branding. Alors, je peux pas tirer beaucoup de conclusions parce que je suis dans cet univers que depuis quelques mois,
Mais effectivement, c'est un écosystème qui doit se renouveler, doit repenser son modèle. Euh, et c'est ce qu'on fait de notre côté avec des échanges avec les agences, des agences avec les échanges avec les annonceurs, pour réfléchir au futur, pour écrire une histoire. On a pu constater qu'il y a eu des changements radicaux outre-Atlantique aux États-Unis sur effectivement les sous-domaines, sur les mises à jour de Google, sur effectivement les articles, également des impacts significatifs au UK et également en Europe. On a déjà des impacts en France et donc on est très vigilant. On est accompagné par notre expert SEO en interne pour effectivement suivre, décrypter et comprendre effectivement les directives de Google et être force de proposition pour nos partenaires. Très bien. Donc, pour l'instant, vous avez les médias, tu dirais, ou même tout l'écosystème manque un peu de visibilité sur Ouais. le futur des articles SEO. Exactement, c'est un business qui continue à marcher. Il y a un changement qui est en train d'être opéré. Nous sommes vigilants. Nous suivons les performances de près avec les différents acteurs pour apporter un maximum de visibilité, d'apprendre et de comprendre et de prendre les décisions dans les prochaines semaines ensemble. Et on teste déjà des nouvelles choses, notamment des créations de hubs thématiques, notamment, tu parlais d'IA, mais on a notamment, nous, des articles sur l'utilisation de l'IA dans les entreprises B2B. Eh bien, on a plusieurs articles qui sont chez nous créés. Eh bien, on va créer des hubs pour effectivement créer une trame, disons l'IA dans les entreprises, et on va retrouver les différents acteurs avec qui on a travaillé. Donc tout ça pour créer une pertinence, créer effectivement des carrefours d'information, et c'est là-dessus où je pense qu'il y a notre carte à jouer en tant que média, et c'est le travail qu'on va faire avec les agences, d'être des carrefours d'information pour être le plus juste possible et pour répondre aux exigences de Google et être en lien avec effectivement les demandes des internautes. D'accord. Donc, content commerce, affiliation, c'est une brique de monétisation. L'autre, c'est effectivement le SEO ou ce qu'il en reste, plus les articles, les articles pour donner de la visibilité aux annonceurs, on peut C'est appeler ça ça. comme ça. Et autre brique, autre partie de la monétisation chez Le Point, c'est tout l'aspect serviciel. Est-ce que tu peux nous en parler, nous donner des détails? Exactement. On a vu par des partenariats qu'il y avait une appétence particulière pour tout ce qui était cours de langue, cours d'orthographe. Donc on a créé des partenariats au Point avec notamment un acteur qui est Gimglish, qui est un acteur qui propose une solution d'apprentissage des langues qui est très bien construit, pertinent. Donc on crée effectivement chez nous, donc il y a une page dédiée effectivement à Gimglish. Quand on souscrit à un abonnement Gimglish, il y a une phase de test, d'essai, où on a une offre dédiée pour le point. Et on a un parcours co-brandé. Donc à chaque fois, la personne qui est sur le point et qui a pris cet abonnement-là, eh bien, il y a tout un parcours d'information où il y a un co-branding, le point, Jinglish, pour effectivement une cohérence et pour effectivement des éléments de réassurance. Et de notre côté, on crée des articles en fil rouge toute l'année pour driver du trafic sur ce hub-là. Et donc, notamment, il y a plusieurs sujets. Il y a les différentes fêtes, la Saint-Patrick, Thanksgiving, qui sont voilà, des temps forts dans l'année qui permet d'améliorer son anglais. Il y a également tout ce qui est lié à la scolarité, le brevet des collèges, le bac, cours de langue. Il y a également je pars en vacances en Espagne, et ben tiens, il faut une formation très pratique pour avoir les basiques pour partir en Espagne. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans tout ça, il y a une population importante des personnes qui prennent des cours de langue qui ont plus de 60 ans parce qu'ils ont du temps et que l'apprentissage d'une nouvelle langue est un loisir. Donc on va également sur ce terrain-là, sur le loisir, sur l'envie de
de découvrir de nouvelles choses. Et également, c'est une stimulation du cerveau. C'est un jeu d'apprendre une nouvelle langue. Donc, on joue sur ces différentes cartes, développement personnel, etc. Donc ça, c'est pour les cours de langue. Et après, il y a une autre brique, une brique servicielle pure, où on va travailler des comparateurs de forfaits téléphoniques, des forfaits antivirus, VPN, donc des usages au quotidien. Donc là, on a une double démarche euh, sur le prix, réduisez votre forfait, ou une brique service, je pars à l'étranger, j'ai besoin de, est-ce que j'ai le bon le forfait ou autre chose. Et à chaque fois qu'on crée ces hubs-là, on travaille étroitement avec des experts parce qu'ils ont la techno, ils ont les bonnes informations, ce qui nous permet, nous, effectivement, de mieux orienter nos journalistes quand on produit du contenu, d'avoir effectivement une réflexion euh, qui est déjà avancée et qui nous évite toute cette partie longue de la page blanche du début et de la construction d'un outil. Et la dernière brique, c'est une brique également servicielle orientée Silver Economy, où on a un comparateur de plan d'épargne retraite euh, qui est complètement pertinent avec notre audience et notamment avec notre directeur marketing. Il y a peu, on a fait un sondage auprès de nos abonnés. On a eu à peu près 1000 répondants. On leur pose des questions assez régulièrement. Quels sont les services que vous voudriez avoir, quelles sont effectivement les informations que vous voudriez bien avoir. Et c'est comme ça qu'on a parfois des pistes de réflexion qui nous permet d'aller après contacter des experts pour intégrer leurs solutions chez nous. Typiquement, il y a très peu de temps, c'était de la formation professionnelle. Il y a énormément d'informations. On a tous été harcelés au téléphone par le CPF. Et finalement, dans toute cette communication, dans tout ce flou, eh bien, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Eh bien, je pense qu'on a notre carte à jouer en tant que média pour décrypter et s'adosser à un expert, ça apporte de la caution. Et également sur des aides juridiques au quotidien pour éviter les escroqueries dans le bâtiment, les voyages, les achats sur Internet. Donc, on est en pleine réflexion de savoir si on va sur ce terrain-là ou pas. Et ça, ce sont des dispositifs, rémunération au lead, au clic, au CPA. On a plein de rémunérations. Donc, au lead, quand c'est du formulaire, typiquement assurance, mutuelle, et après, c'est de l'abonnement. Donc, c'est une commission lorsqu'on touche lorsqu'une personne remplit, enfin, pardon, souscrit un forfait. C'est entre 5 et 20 euros en fonction de la taille du forfait téléphonique. Et après, il y a un système de rev share avec le partenaire. Et également, il y a une partie médiatisation. Lorsqu'un annonceur veut prendre la parole sur notre média au sein de ces hubs-là, eh bien, il y a un dispositif de visibilité et il y a un partage de revenus avec le partenaire. Donc des frais fixes. Donc, frais fixes, exactement, frais fixes plus CPA. D'accord. Et pour l'exemple de l'application pour apprendre les langues, là, j'ai l'impression que c'était plus un corner qui est dédié à cette. Exactement. C'est un corner qui est dédié au sein du point service et qui est stické chez nous, cours de langue. On le retrouve aussi bien dans le point service que dans le footer. Et on a une newsletter, pour le coup dédiée, qui part une fois tous les 2 mois pour donner envie à nos lecteurs de s'abonner ou de tester la solution. Et là également, frais fixes plus commission sur l'installation de l'application. Non, pour le coup, 100%, 100% abonnement donc à la perf avec ce partenaire-là. Et c'est à la souscription finale, c'est-à-dire après la période d'essai, est-ce qu'il a souscrit ou pas, est-ce il a pris un abonnement ou on touche une commission. Donc on est vraiment sur le bas de tunnel et le plus héroïste possible pour les partenaires. Donc on est vraiment dans une démarche gagnant-gagnant et on a un travail vraiment très proche en disant qu'est-ce qui fonctionne bien, quelles sont les thématiques, en ce moment c'est plutôt l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le chinois, le japonais. Donc voilà, on essaye d'orienter nos contenus en fonction de l'actualité et on peut le faire que avec un travail de proximité avec nos annonceurs. L'annonceur a tout intérêt à être ultra transparent parce que pour lui, enfin moi je suis annonceur, j'ai une application pour apprendre les langues.
Là, ton discours, enfin, je veux dire, c'est un no-brainer, quoi. Comme on dit, y a pas de question. Je me dis, j'ai le point, il m'envoie du trafic qualifié. En plus, je le paye que s'il y a des gens qui achètent l'inscription. C'est super Et- convaincant. Exactement. Donc c'est pour ça que nous, on est ouvert à plein de propositions. Toutefois, sur ce que tu dis, il y a des limites. Il y a beaucoup de sites de e-commerce avec qui on travaille à l'heure actuelle où on est aveugle sur les produits que nous vendons. Donc il y a une Mhm. barrière technologique. Peut-être que le marchand n'a pas les bons outils pour transmettre à nous, affiliés, les produits vendus, ou c'est un point de vue idéologique, marketing. C'est je ne veux pas que les affiliés sachent ce qu'on vend. Sauf que pour moi, ce n'est pas pertinent. C'est-à-dire que, encore une fois, l'affiliation, c'est comme si on avait une force de vente virtuelle et je communique à plein de partenaires, plein d'affiliés. C'est les mêmes mécaniques qu'un franchisé et un franchiseur. Un franchisé qui ne communique pas, bah, en fait, ce n'est pas bénéfique pour l'ensemble de son réseau. Typiquement, moi, je fais des guides d'achat avec des produits. Si je vends le produit, si je mets en avant le produit A et je ne sais pas si je vends le produit A, c'est pas pertinent. Et c'est une des raisons pour laquelle le point d'affiliation Amazon fonctionne bien, c'est que Amazon donne 100% de visibilité sur les produits que nous vendons chez eux. Et donc, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que je mets le produit A en avant. Est-ce que je vends le produit A? Ça, je peux le dire. Mais si je vois qu'il y a le produit B, C, D qui remonte également, et ben, ça me donne des éléments pour alimenter mes guides d'achat. Et parfois, je constate certaines choses qui sont, on va dire, surprenantes, où il y a des produits qui remontent, parce qu'il y a eu effectivement un effet panier, c'est-à-dire que la personne a acheté ce que j'ai mis en avant, mais également d'autres produits qui sont très éloignés de ce que j'avais présenté, donc ce qu'on appelle des ventes indirectes. Eh bien, je vais prendre ces ventes indirectes-là et je vais en créer des kits d'achat. Donc, pour moi, c'est toujours très pertinent de donner 100% de visibilité à ces affiliés sur les produits que nous vendons. Donc, soit directement sur une plateforme, soit en faisant un récap, en disant voilà, qu'est-ce qui a bien fonctionné. Et en partie, les plateformes d'affiliation jouent le jeu. Et déjà, ces partages d'informations sont transmis. Et on a aussi dans l'outil Affilize des outils, ce qu'on appelle des deals, où avec les fluctuations dans les flux produits, on voit quels sont les produits où il y a une forte baisse de prix, ce qui est un autre élément de la création de contenu, c'est communiquer en amont sur les opérations commerciales, sur les baisses de prix, etc. Donc, en tant que business developer, tu prends le temps de vraiment aller voir et rentrer dans la donnée pour voir quels sont les produits, donc les références de produits qui se vendent le plus à une certaine période pour ensuite orienter ta stratégie de contenu. Bah, en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que avec Amazon, on a directement les rapports sur les commandes et sur les produits expédiés. Donc, on prend les deux. Donc, on voit effectivement les fluctuations et on arrive à même à sticker en fonction des produits, les articles pardon, publiés. Par contre, on n'a aucune information sur le client, que ce soit de mon côté ou même du côté d'Amazon. Donc, on est vraiment juste sur le produit vendu, mais on arrive effectivement à savoir les produits qui ont été vendus sur un guide, ce qui nous permet de mieux comprendre et d'être efficient les fois prochaines. Également sur Awin, il y a ces rapports-là. Sur d'autres plateformes également, il y a ces rapports-là. Donc oui, ils sont essentiels d'avoir la vue sur le produit final. Encore la même chose. On va en magasin, on dit au vendeur, tu ne vois pas ce que tu as vendu. Ce n'est pas pertinent. Jamais un vendeur acceptera ça. Eh bien, nous, créateurs de contenu, c'est exactement la même chose. Encore une fois, c'est une ligne, c'est une histoire qu'on raconte. Ok, super intéressant. On va peut-être arriver sur la fin de cette partie, mais est-ce que tu peux nous dire quelles sont parmi les différentes briques que tu as exposées, celles qui ont tendance à connaître une croissance, celles qui stagnent, celles peut-être où il y a une baisse? Et deuxième partie de la question, quel est le pourcentage de chaque brique parmi la monétisation globale chez Le Point? On est au niveau du point service, 50% des commissions se font sur le content to commerce, avec une forte croissance parce que on part depuis un an, donc
On a testé énormément de choses. Donc, heureusement qu'il y a de la croissance et on l'accompagne par de l'investissement de notre côté. Et quand je dis investissement, c'est qu'on travaille avec de plus en plus de rédacteurs, donc c'est-à-dire de plus en plus de création de contenu. Les agences SEO, c'est stable. Et il y a un point d'interrogation sur le futur, et ça représente à peu près 25% du business au sein du point service. Et on a la troisième brique qui représente 25%, qui est la brique servicielle. Et j'en ai pas parlé, mais on a également un sous-domaine de code promo qui est également pertinent et on s'adosse à un expert. Et cette activité-là est malmenée, notamment avec Google, qui est en légère décroissance, mais on travaille actuellement à des axes de développement. Donc, typiquement, euh, beaucoup de médias ont développé des sous-domaines de code promo, c'est-à-dire surfer sur la caution de la marque pour développer des sous-domaines en parallèle. Google dit c'est bien ce que vous faites, mais nous ce qu'on veut c'est que le média soit impliqué dans ce sous-domaine-là et pas juste un branchement. Et donc c'est des choses qu'on avait déjà faites avec notre partenaire mais qu'on va amplifier, c'est créer du maillage entre les deux solutions. Donc en gros c'est je fais du contenu chez moi qui redirige vers le hub de code promo et vice-versa pour vraiment créer un maillage et un ancrage et pour, dans les règles de Google, montrer qu'il y a un lien fort entre les deux acteurs. Très clair. Quelles sont les tendances que tu vois sur la partie content commerce? Les tendances à venir, les choses tu te dis, tiens, là, il y a un truc à jouer. Qu'est-ce que tu vois là en ce moment? Déjà par rapport à Google et l'IA, donc c'est la personnalisation. On peut le voir, hein, les réseaux sociaux sont en très forte croissance. Il y a une relation directe avec la personne, donc avec l'influenceur, enfin l'influenceur, j'aime pas trop ce terme-là, mais la création de contenu, la personne de l'autre côté, et notamment dans l'approche du produit. Euh, alors que notre côté, le point service, on est sur un contenu qui est statique, qui est du texte, qui est pas sexy, et on peut voir qu'en termes d'attention, les gens lisent en diagonale, et donc c'est comment nous, on arrive, médias de contenu, à créer effectivement, à aller vers ces contenus-là d'hyper-personnalisation et de contenu dynamique. C'est ce qu'ont fait les numériques avec des studios intégrés, ce que font Frandro, Clubic également, avec des studios, effectivement, de la vidéo de produits, de la mise en situation, que ce soit dans les studios ou même à l'extérieur. Donc c'est nous, comment demain on arrive à faire ça. On est en train de travailler dessus et on a déjà eu des échanges avec certaines agences qui font le pont avec des influenceurs. Donc pour moi, le content to commerce passe par la personnalisation, passe par des contenus qui sont ludiques, ludiques dans la présentation et dans l'usage. On le voit bien que tous les contenus qu'on fait chez nous, on a la même chose côté YouTube, avec effectivement des personnes qui ne sont pas des rédacteurs, pas des journalistes, mais des personnes qui ont une appétence pour un sujet et qui vont faire une vidéo de décryptage. Et ça va sur le deuxième point. Donc le premier point, c'est la personnalisation du contenu. La deuxième, c'est intégrer les UGC, c'est tout simplement les avis clients. Et donc, c'est effectivement donner la parole aux consommateurs directement dans le contenu. Donc là, pour le coup, c'est un axe à travailler. Et la troisième partie, c'est toujours cette brique-là, c'est Google. Comment on fait pour remonter dans Discover, remonter dans Google Actu, remonter dans les requêtes. Ça ne bouge pas. Et à date, et ça va bouger dans les prochaines semaines. Et donc le content to commerce s'écrira peut-être différemment en fin d'année. Et peut-être quand on se reparlera en début 2025, les règles du jeu auront changé drastiquement. Mais tu penses pas quand même que je discutais avec un entrepreneur là, des médias cette semaine qui me disait de toute façon, faut pas se voiler la face. Google Overview, c'est pas si, c'est quand. On sait tout ce que ça va arriver. La question, c'est quand. Et on sait tout ce que ça va faire mal. Est-ce que tu partages cette vision et est-ce que c'est pas un peu, alors je caricature, hein,
Mais est-ce que c'est pas un peu peine perdue de se dire, allez, on fait des efforts SEO quand on sait que, enfin, regarde ce qui se passe avec Reddit, il explose aux US parce que c'est de l'UGC. Et on a l'impression que Google dit, en fait, vos contenus d'experts, les cocos, là, les médias, vos journalistes experts, vos labos, etc., c'est bien beau. Vos billets de 4000 mots pour tester un aspirateur robot, c'est génial, mais on n'en veut plus. Nous, on veut du vrai contenu de vrais gens. J'ai un peu l'impression que c'est ça le signal. Est-ce que les médias n'ont pas un peu tendance en ce moment à un peu se voiler la face et à se dire non, non, mais il suffit que on trouve le truc qui va faire que le SEO, ça va aller. Et quel est ton point de vue, toi, personnel là-dessus? Moi, mon point de vue personnel, il est, et c'est le travail que je fais actuellement, c'est la proximité. Et ce mot proximité, on l'entend partout dans l'actualité, notamment au niveau des politiques. On n'en est pas là, mais ce que les deux mots que j'ai en tête actuellement, c'est personnalisation et proximité. Proximité dans effectivement la présentation et proximité avec euh, les, les lecteurs finaux. Les lecteurs finaux, chez nous, on les connaît, donc c'est comment adresser le bon message à la bonne personne. Et notamment, c'est comment nous, on arrive à développer sur la partie shopping les réseaux sociaux, l'emailing également personnalisé, parce que l'emailing, malgré tout ce qu'on dit, fonctionne encore très bien. C'est même pas fonctionne encore, c'est fonctionne très bien. Et donc, c'est comment travailler la personnalisation. Donc, pour moi, la personnalisation, c'est ce qui permettra de perdurer et de maintenir la croissance. Est-ce que j'ai peur de Google Overview? Oui, parce qu'on a tous peur de l'inconnu. Toutefois, on est très bien accompagné, notamment par Clément Grandjean au sein du CPA. Il y a plein de travaux de réflexion en cours pour effectivement partager ce qu'on peut voir et anticiper. C'est la pertinence de l'IA. Moi, typiquement, comme beaucoup, je demande parfois à ChatGPT certaines informations. Je lui donne même un lien produit. Je lui dis, est-ce que tu peux me faire un résumé? Eh bien, le résumé, il est très light. Il se gourre parfois. Et donc, je me demande demain ce que ça va donner Google Overview. Donc, je pense que les personnes qui ont déjà dans leurs habitudes de suivre des sites, suivre des influenceurs, ça ne changera pas. Il y a voilà, tout cet écosystème-là des personnes qui surfent sur le net à surveiller pour pas qu'il y ait un gros décrochage. Mais la pertinence, comme disait, je reprends ces termes, c'est Jérémy Parola que tu as interviewé, c'est être irremplaçable dans les contenus. Donc la pertinence crée du sentiment et la proximité, c'est ce qui permettra de contrer l'IA. C'est même pas contrer, c'est pas une bataille de David contre Goliath. C'est-à-dire que c'est un outil qui est révolutionnaire. Il faut l'embrasser, le prendre à bras le corps, mais il faut pas perdre notre ADN, qui est que nous sommes des humains, qu'il y a des sentiments, et que demain, on peut pas demander à une IA un complément alimentaire sur effectivement parce que je suis un sportif et je veux améliorer ma masse musculaire. Donc voilà, l'humain, et c'est ce qui fait la force de l'affiliation, l'humain est au centre, et il faut qu'on garde effectivement cette place-là, d'être force de proposition, d'être pertinent et créer de la valeur pour l'ensemble des acteurs. Très clair. Quand on parlait des tendances à venir, j'ai cru comprendre, donc tu mentionnais Frandroid, Clubic. J'ai cru comprendre que tu faisais mention au live shopping ou que font Frandroid ou au contenu vidéo pour les tests. Je parlais de la présentation des produits. D'accord. Le live shopping, j'en ai pas parlé ensemble, mais c'est un format intéressant. Et après, moi, personnellement, j'ai eu quelques déconvenues, finalement, entre le timing entre je vois la vidéo et j'achète était plutôt décevant. Mais par contre, dans une démarche complémentaire à un dispositif global, le live shopping est extraordinaire, en fait. Et notamment le live shopping, lorsqu'on intègre au sein du live shopping des testeurs externes, c'est-à-dire qu'au sein de mon audience, je prends des personnes, des lecteurs, une sorte de tirage au sort, on les fait venir sur un plateau avec un expert produit et on fait une démonstration en live et tout ça c'est filmé, ça cartonne.
Là, tu parles de mise en place que tu avais Ouais, testé. que j'ai déjà mené par le passé. Ouais. D'accord. Mais ça cartonne sur. T'as pas l'impression quand même que ça cartonne sur des univers très spécifiques comme la tech? Bah, en fait, c'est sûr que faire un live shopping et mettre des personnes sur un tapis de course, c'est faisable. Hein. Ça pourrait être un C'est pas compliqué, mais super format. les produits techniques ont besoin d'explications et de prendre du temps, en fait. À l'heure où, effectivement, il y a du snake content, les vidéos TikTok, ça dure moins d'une minute, on zappe. Certaines choses, il faut qu'on prenne du temps. Donc oui, si il faut faire un live shopping pour expliquer le nouvel appareil photo hybride avec ses specs techniques, un appareil photo qui vaut 4 000 euros, oui, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Euh, il est pertinent d'avoir un expert produit qui nous montre le produit. Il est pertinent d'amener à sa table des novices, des experts, quand je dis experts, des passionnés et même des professionnels, pour recueillir des UGC, recueillir à chaud des avis. Également, lors d'un live shopping, on peut très bien faire une session de prise en main et après une partie pratique où, voilà, je ne sais pas si on fait un live shopping avec des robots de cuisine, bah, c'est faire une recette. Si on fait un live shopping avec des appareils photo, bah, là on en parle, c'est les JO, bah, voilà comment bien capturer un sportif qui court le 100 mètres avec son appareil photo. Si je le fais avec mon smartphone, ça sera flou, mais effectivement, avec des experts, si j'ai un produit bien recommandé, j'ai les bons réglages et ça, je m'appuie sur un média, un journaliste et qu'en plus de ça, il y a des passionnés qui disent que c'est un super produit, let's go quoi. Et donc c'est dans cet ADN-là que je travaille au quotidien pour apporter de la pertinence et jumeler effectivement expertise et avis client. Est-ce que tu penses que, il y aurait une opportunité pour un média sans site, uniquement sur YouTube ou sur Twitch, qui fait du live shopping à la télé shopping à l'ancienne, mais un peu nouvelle génération 2024, en faisant venir exactement ce que tu décris, mais full YouTube ou full Twitch? Ça existe déjà et c'est même full Twitch. Les numériques le font et c'est des formats où il y a une appétence forte du lectorat. Euh, non, ça existe déjà en fait. Mais les numériques ont un site, lesnumériques.com. Moi je vois plus un média qui est uniquement vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Euh, bien sûr. Bah, il existe déjà hein, des chaînes 100% Twitch où des acteurs n'ont pas de site web et ils font que des contenus vidéo. Donc, pour moi, ça existe d'accord. déjà. Bah, faut que je me mette à la page Non, alors non, parce mais que c'est vrai que il y en a Twitch, déjà. je suis Après, complètement là. la complexité, c'est quand je suis sur YouTube, c'est de driver l'internaute vers un site shopping sans, sans, sans faire des campagnes sans faire des campagnes YouTube. C'est-à-dire que là, ce que font certains acteurs, c'est qu'ils mettent dans la bio, dans les commentaires, le lien Mhm. traqué avec une redirection. Mais ce n'est pas comment dire, le chemin, il est un peu forcé. Donc la personne, il a son application, il regarde YouTube, et donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il sorte de la vidéo, qu'il clique sur le lien et qu'il sorte. Donc la Mhm. C'est pas fluide. transformation, et je n'ai pas tous les chiffres, mais la transformation pour moi sur YouTube, elle est plus faible que sur d'autres mécaniques. D'accord. Après, je peux me tromper, mais c'est ce que je peux voir de mon point de vue externe. Ah, mais ça a du sens. Je veux bien si tu as 2 minutes, ensuite, si tu peux m'envoyer des chaînes Twitch. Bah, il faut vraiment que je creuse Twitch parce que t'es pas le premier à m'en parler. J'ai aucune connaissance de Twitch et je crois qu'il y a des choses à faire. Donc, enfin, il y a des choses à faire puisqu'il y a des médias apparemment qui font des choses intéressantes. Donc, ouais, si tu connais même un expert peut-être qui aimerait intervenir sur ce podcast, ça serait un sujet à creuser. Ça marche. Ok, bah écoute, j'avais encore une petite question avant de passer aux questions de fin. Je suis désolé, est-ce que tu as encore un peu de temps? Oui, oui, c'est bon. C'est bon, ok. Parce que donc j'ai pas mal navigué sur le point service.
pour voir vos contenus, votre UX, etc., la mise en place, les mises en place que vous faites. Et j'ai remarqué que vous avez un habillage display même sur les contenus bon plan, sur les contenus comparatifs, enfin sur les contenus shopping. Est-ce que quand vous constatez un article, encore une fois, qui fonctionne bien, vous vous dites, ah tiens là, ça vaudrait peut-être le coup de couper le display pour que vraiment l'internaute il soit redirigé en priorité vers les CTA et donc maximiser le earning per click dont on parlait tout à l'heure. Déjà, on a eu, de la part de notre direction, carte blanche sur beaucoup d'opérations. On a un suivi régulier et on a l'aval de notre direction sur le développement du point service. Et notamment, ce qu'on peut constater sur le point service, c'est qu'il est très très light en bannière publicitaire. Mhm. L'objectif, c'est d'avoir un article qui soit très lisible et qu'il n'y ait pas on va dire, d'obstacle à la conversion finale. Donc déjà, dans les articles, il y a pas de pub qui viennent de façon intempestive ou qui viennent dénaturer le contenu. Il reste effectivement l'habillage, mais qui vient de façon très ponctuelle et que c'est pas de l'habillage en fil rouge. Mais il n'y a pas vous constatez pas de cannibalisation du display sur l'affiliation? On n'a pas d'outil miracle qui nous permet de calculer ça à date. Nous, ce qu'on regarde, c'est le taux de transformation sur nos contenus. Et c'est là-dessus où on joue, en fait. Est-ce que les contenus, déjà, le gros du travail, il est sur donner de la visibilité à l'article. Et je suis pas dans une réflexion de dire que l'habillage cannibalise mon contenu. Sachant que sur le point, l'habillage est très souvent quali, donc il n'y a pas de problématique majeure sur de la cannibalisation ou autre. D'accord, très bien, très intéressant. Mais si tu avais cet outil miracle, est-ce que c'est un test qui t'intéresserait de mettre en place? On travaille déjà avec Affili sur cette partie-là. On a des réflexions de fond sur avec ou sans bannière pub au sein d'un article. Les études montrent qu'il y a des effets bénéfiques sur le taux de transformation. Donc oui, on regarde ça de loin. Et même demain, réfléchir à un habillage, on travaille dessus pour avoir habillé nos articles avec le contenu de l'article. Donc une sorte d'habillage dynamique qui reprend les produits de l'article pour le présenter en version habillage. Ah, top. Ah, effectivement, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens et bon, faut vraiment que je parle à Philise. Ouais, mais après l'habillage, on connaît les ratios et on est vraiment dans deux mécaniques différentes. Mhm. Moi, en tant que consommateur, je clique très rarement sur des habillages. Après, l'objectif d'un habillage, c'est d'attirer l'attention et d'ancrer l'information dans la tête des gens. Et après, il y a des mécaniques, des habillages orientés perf, avec effectivement présentation des Prime Day, présentation des offres chaudes, présentation des soldes, des Black Friday Co. Mais effectivement, il faut mêler les deux. Vous avez une régie qui s'occupe du display ou c'est toi qui prend ça en charge? Non, non, on a une régie, on a une équipe intégrée de revenue management qui gère toute la partie programmatique et deal gré à gré. D'accord. Et vous avez vous communiquez avec eux ou c'est séparé? Bon, exactement. Non, non, on communique avec eux. D'accord. Ça, Très bien. ça tourne en fil rouge. Et pour la création d'une offre dédiée, oui, on a une réflexion commune. Ok, très bien. Super intéressant. On arrive aux questions de fin. Allez, C'est questions rapides, réponses rapides ou pas. C'est selon. regarde. Bah justement, on a beaucoup parlé d'outils, mais quel est l'outil ou le service que tu rêverais d'avoir là en tant que business developer chez Le Point, qui faciliterait grandement la vie de Jean-François Ferrou, de ton équipe? Ah bah là, c'est un outil qui me permettrait de comprendre les fluctuations dans Google. Pourquoi j'ai un article qui augmente et l'autre qui chute, pourquoi ça prend pas. Le maillage interne, donc ouais, focus SEO. D'accord. Ok.
Quelles sont les tendances qui te stimulent le plus en ce moment? Alors, on a parlé du content commerce, mais on va dire au niveau des médias en général. Bien sûr, il y a l'intégration de l'intelligence artificielle. Il y a la gamification, donc qui est un sujet et qui est très pertinent, et on peut le voir notamment avec le New York Times qui a un peu ouvert le bal. Et toujours au niveau du New York Times, c'est avec The Wired, je crois que je pense que je me trompe dans le nom, mais c'est Wirecutter. la partie Wirecutter, exactement, la partie shopping qui est intégrée de façon très pertinente. Donc voilà, c'est l'IA, c'est la gamification et la partie shopping intégrée. D'accord. Quel est selon toi le futur des médias digitaux? C'est une Question question. large, mais je te laisse aller si tu Non, veux non. prendre une thématique en particulier. Euh, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions sur les dernières années. Je suis pas, sauf erreur de ma part, je suis pas sûr qu'il y ait une rupture significative. Donc, chaque média va rester effectivement sur son secteur d'activité, sur son domaine, sur sa ligne éditoriale. Peut-être une concentration, mais bon, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas, je passe. Joker. D'accord, tu fais bien. Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? Ça peut être en France ou à l'étranger. Euh, Joker. T'as pas un site personnellement que t'aimes bien consulter ou que tu trouves ils font du super taf au niveau. Je suis très volatile. J'ai pas un média que je suis particulièrement. Ça bouge énormément, je trouve. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas un, effectivement, euh, qui effectivement m'exalte. D'accord. Et donc justement, quel est le média que tu rêverais de lancer? Ouh là là. Pareil, Joker. Une passion secrète, non? Non, non, j'ai, j'ai, euh, j'ai deux axes effectivement qui m'animent. C'est un média autour de la femme. J'ai trouvé très pertinent de travailler pendant plusieurs années au sein du Haut féminin. La place de la femme, l'évolution, et il y a énormément de points encore à soulever. Et donc, c'est savoir à mon niveau comment je peux contribuer. Et j'ai déjà eu des échanges avec pas mal de partenaires. Donc, j'essaye de travailler sur un projet. Donc, j'espère que ça va se mener. Et avec la pyramide des âges qui tend à s'inverser un petit peu, c'est travailler sur la silver economy. On a tous des parents et des grands-parents, donc c'est euh, comment les accompagner effectivement sur le bien vieillir. Donc ça, c'est euh, deux axes sur lesquels je voudrais bien travailler et faire du point service un média où on puisse apporter notre aide sur ces deux pans. Très clair. Tu parlais de partenaires. Dernière question, est-ce que tu es à la recherche de partenaires ou de recrutement en ce moment pour les Bah, en fait, j'ai entreprises? des partenaires tous les jours, des nouveaux, que ce soit des sites e-commerce qui me contactent ou des agences SEO ou, ou des personnes qui ont des nouvelles mécaniques. Mhm. Donc, non, non, contactez-nous, on est ouvert à tester. C'est ça la beauté de notre métier, c'est le partenariat et le test and learn. Très bien. La meilleure manière de te contacter? LinkedIn ou mes coordonnées que vous pouvez retrouver sur mon LinkedIn ou directement sur le point service. Je mettrai les liens en description. Merci Rodin. Merci beaucoup Jean-François. C'était un épisode passionnant où on est vraiment rentré dans le dur. On a vraiment abordé, on a quand même fait beaucoup sur le content commerce parce que c'est ton expertise. C'est sur ça que tu as la plus grosse expérience et la plus grosse expertise. Mais je trouve ça super inspirant aussi de voir comment tu mets en place dans un média qui est complètement différent des médias sur lesquels tu as travaillé avant et que tu explores d'autres pistes de monétisation. Donc, toutes ces informations-là, je pense que ça en fait un épisode riche pour tous les médias et pour toutes les personnes qui veulent potentiellement se lancer dans l'univers des médias. Donc, merci infiniment, Jean-François.
Merci à toi, Ronan. Et effectivement, pour une phrase pour conclure, le média, le point, est également engagé. C'est ça aussi qui fait euh, la force. C'est que quand on a une direction qui est prête à tester en mettant un cadre, ça change énormément de choses. On a un métier qui est très beau, beaucoup lié à l'humain. Et donc, travaillons ensemble. Le futur est à écrire, donc allons-y. Super message. Super. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, au revoir, Ciao. salut.